Merci de rester fidèle à l'ORTM, les 13h à Dirakoro dans le sac de Koulikoro, même heure à Toumignan, dans la région de Sang. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Fin de la visite du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta en Russie. Cette visite a permis au Mali et à la Russie de dynamiser leur coopération avec 3 accords dans différents secteurs. Le président Goïta a tiré le bilan de cette visite dans une interview exclusive accordée à nos envoyés spéciaux. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Le chef du gouvernement régional de division, Ablaye Maïga, a quitté Bamako ce samedi pour Séville en Espagne. Il représentera le président de la transition, chef de l'État, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement en Espagne. Il existe désormais un module consacré à la sécurité et à la santé dans le programme des centres d'apprentissage agricole. Le lancement a été fait hier au cours d'une cérémonie tenue ici à Bamako. Thiago Konaté nous donnera plus de précisions. Du sport, il en sera question dans cette édition. Fotiki Toungara nous parlera surtout des premiers jeux de l'AIS qui prennent fin dans notre pays cet après-midi et la finale de la Coupe du Mali de football qui se joue dimanche. Il s'agit de la Coupe du Mali féminine. La finale, il a dit, la culture, c'est donc en fin de journal. Baba Najib Sissé nous fera découvrir la gastronomie de la cité de 333 ponctuée par 12 épices qu'on retrouve dans presque toutes les recettes préparées. Des maîtres prisés que les acteurs culturels souhaitent voir classés au patrimoine mondial. Voilà pour le titre. Une fois de plus, bienvenue. En fin de visite en Russie, le président de la transition, le général de l'armée Assimi Goïta s'est exprimé en ces termes. Je retourne très satisfait de la Russie quand un problème arrive au sommet de l'État. Il est résolu à 90%. Cette visite a permis au Mali et à la Russie de dynamiser leur coopération avec 3 accords dans différents secteurs. Le président Goïta, dans une interview exclusive accordée à nos envoyés spéciaux, Sirab Bakile et Adama Kamara, tire le bilan de son séjour au Kremlin. Je vous propose qu'on écoute l'extrait. Le Mali et la Russie ont décidé de donner un nouveau souffle à leur coopération. 3 accords ont été signés sur place ici en Russie. Pour parler-nous de ces accords, il s'agit de quels accords concrètement et comment ces accords vont être concrétisés, Monsieur le Président? Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir pour une période de 6 mois et peut être aussi convoquée à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Vous présidez la Confédération des États du Sahel. Est-ce qu'il a été question de l'AES ici en Russie et quel cadre de coopération sera établi entre la Russie et l'AES? Le président Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5 000 hommes. 5 000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé. Renforcé parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. Monsieur le Président, la Russie est un partenaire de premier plan aujourd'hui du Mali en matière de sécurité. Quelle coopération sécuritaire existe aujourd'hui entre le Mali et la Russie? Avec la Russie aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois.
Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Mais la force est de reconnaître pour nous Maliens, la première menace d'abord, c'était la menace de division de notre pays. Il fallait coûte que coûte éviter que cela arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était un constat visible sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons pu regagner toutes les grandes villes, toutes les grandes régions. Nous avons pu redéployer les FAMA. Et nous menons les opérations. Mais la lutte contre le terrorisme est un défi. C'est une menace qui sera neutralisée dans le temps et dans la durée. C'est vrai qu'il y a quelques points de résistance, mais ce n'était pas comme dans les années 92, 94, jusqu'à 2015, 2017, 2020. Effectivement, la tendance a beaucoup changé et c'est à notre faveur. Monsieur le Président, on vous a vu très amical avec le président Vladimir Poutine. Il vous a offert des cadeaux précieux. Quel est le sens que vous donnez à ces cadeaux? Est-ce qu'il y a des messages derrière ces cadeaux? C'est un message de fraternité. Les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Et donc, je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques, mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté et surtout travailler ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques et mondiales. Et il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur les certains, vous avez 90% de chances que cela soit résolu. De la présidence, prenant la direction de la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a quitté Bamako ce samedi pour Séville en Espagne. Du 30 au 3 juillet 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, représentera le président de la transition, chef de l'État, et à la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. Les enjeux de la participation malienne à cette conférence avec nos envoyés spéciaux à Séville, Mamari Kone et Alou Touré. La 4e conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville en Espagne représente une opportunité unique de réformer le financement à tous les niveaux. Elle doit aussi donner une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale et relever les défis qui freinent l'investissement urgent nécessaire à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est une occasion aussi d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. L'occasion sera opportune pour le chef du gouvernement de présenter aux partenaires extérieurs la vision Malikurat Nyetasira Kabessan Bafla Anibi Oroni Sabama, ainsi que la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Ces deux initiatives visent à moderniser notre pays, encourager l'innovation et renforcer son intégration sur les plans régional et international. La vision Malikoura 2063 s'appuie sur 11 projets structurants comme Farafina du Guinée pour garantir l'autosuffisance alimentaire, Yelenkoura visant un accès universel à l'électricité ou Kankoumoussa Sigina dédié à la valorisation du patrimoine culturel. Et quant à la stratégie nationale, elle s'articule autour de 5 grandes priorités comme le renforcement de la souveraineté, de la paix et de la sécurité ou la transformation économique et une croissance durable. À Séville, la délégation malienne prendra part à certains panels stratégiques de haut niveau. En marge de la conférence, le général de division Abdoulaye Maïga aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants du monde et avec des partenaires stratégiques du Mali. Il aura enfin un cadre d'échange avec les Maliens établis en Espagne. Une tradition toute trouvée pour parler de l'actualité hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, le ministre de l'administration du territoire, le général Ibrahim Khalil Condé, a ordonné hier à l'IFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, de surseoir à l'organisation de son congrès prévu le 6 juillet prochain. Dans le courrier ministériel signé, le ministre a fixé les conditions pour l'IFDG et puisse organiser donc son congrès extraordinaire en conformité avec les statuts et règlements intérieurs du parti. Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement
officiellement exclu du parti en 2022 doit être réintégré en conformité avec la décision de justice rendue le 23 mai dernier et contre laquelle l'UFDG a réinterjecté appel. Bien, un dialogue inclusif avec toutes les sensibilités du parti est également exigé. Le parti a 48 heures pour donner une réponse favorable suite à ces exigences. En Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme a rejeté jeudi dernier les recours de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro. Dans un premier arrêt, la Cour a jugé irrécevable la requête de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, au motif qu'il n'a pas épuisé tous les recours internes avant de saisir la juridiction panafricaine. C'est dans un second arrêt que la Cour africaine a aussi rejeté la requête de l'ex-président. Les juges ont estimé que l'ancien chef de l'État n'avait pas apporté la preuve de ces allégations. Aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé hier avoir mis fin au statut de protection temporaire pour les Haïtiens. Des citoyens donc dénoncent cette mesure jugée raciste. Pour justifier cette décision, le gouvernement américain affirme que la situation en Haïti s'est améliorée et que les Haïtiens peuvent revenir chez eux. Ce sont plus de 500 000 migrants haïtiens qui courent le risque d'être expulsés suite à cette mesure. De leur côté, les autorités haïtiennes restent silencieuses. Et puis au Moyen-Orient, l'Iran organise aujourd'hui des funérailles nationales dans le centre de Téhéran pour une soixantaine de hauts gradés et de scientifiques nucléaires tués lors des frappes américaines. La télévision nationale montre des cortèges funéraires et le président Trump, mais aussi les responsables israéliens, ont affirmé qu'il y aura donc de nouvelles frappes si Téhéran reprenait son programme nucléaire. Retour à la tête nationale. Il existe désormais un module consacré à la sécurité et à la santé dans le programme des centres d'apprentissage agricole. Le lancement a été fait donc ce vendredi au cours d'une cérémonie tenue ici à Bamako. Cette initiative donc est de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. L'initiative qui accorde une place de choix à la réduction des travaux champêtres des enfants. Reportage Timo Konati. Ce que vous voyez ici au tableau, les différents organes de l'enfant qui peuvent être touchés. Il s'agit là d'une leçon modèle dispensée par Abdou Marco, directeur du centre d'apprentissage agricole de Samé à Kaya. Elle s'intitule « Les caractéristiques anatomiques et physiologiques qui rendent l'enfant vulnérable ». Cette leçon dite inaugurale prend en compte les aspects sécuritaires et sanitaires au travail, désormais intégrés dans le programme des centres de formation agricole. Une initiative de l'Organisation internationale du travail qui découle d'un constat. Ndeye Koumba Diop, directrice du bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le secteur agricole à lui seul enregistre environ 170 000 décès annuels. Ce même secteur concentre plus de 70% du travail des enfants, avec une grande proportion qui est souvent exposée aux conditions de travail précaires, voire dangereuses. Cette intégration des dimensions sécurité et santé au travail dans le programme, précise-t-elle, est l'aboutissement d'un processus ayant impliqué toutes les parties prenantes. Une vision commune est partagée donc pour amoindrir les risques liés aux travaux agraires, avec un accent sur le cas des enfants. Ndeye Koumba Diop. En intégrant la sécurité et la santé au travail dans la formation de base, nous semons les graines d'une culture de prévention indispensable à toute stratégie de développement durable. Traoré Fatmata Koulibaly, conseillère technique au ministère de l'Agriculture. Je voudrais ici remercier l'OIT pour tous les soutiens techniques et financiers qui a permis la réalisation de ce travail pédagogique. La sécurité et santé au travail visent l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité de vie en général, du monde agricole en particulier et favorise l'installation d'une culture de la prévention. Cette cérémonie de lancement officiel a été mise à profit par l'Organisation internationale du travail pour offrir au département des matériels d'appareillage au bénéfice des centres de formation. Aussi, des attestations ont été décernées à 9 formateurs qui avaient précédemment vu renforcer leurs capacités dans le domaine. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Le projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux vient d'organiser un atelier de l'intention des cadres de l'administration et des collectivités ainsi que pour ceux des services techniques et des fêtières des organisations professionnelles de Koulikoro. Objectif,
identifier ensemble les bassins de production par filière agricole, animale, halieutique et artisanale. La rencontre s'est déroulée au conseil régional de Koulikoro sous l'autorité du conseil, du conseil aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région. Reportage Ousmane Kouita. Cet atelier régional vise à identifier des bassins de production par filière agricole, animale, halieutique et artisanale dans la région de Koulikoro. La rencontre se veut un cadre d'échange et de partage afin de choisir ensemble les zones de production du projet FIARD, une initiative du gouvernement malien avec l'appui technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDA. Le coût du projet FIARD est d'environ 60 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans. Ce projet touchera 60 000 jeunes ruraux, dont 40% des jeunes filles et femmes. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIARD. Lamine Diassana, coordinateur national du projet FIARD. Il est prévu de réaliser ce qu'on appelle des infrastructures agrégatives pour installer des jeunes. Il s'agit des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. Pour aller à la réalisation de ces infrastructures-là, il faut savoir d'abord identifier les sites sur lesquels ces infrastructures-là doivent être aménagées avant d'installer les jeunes. Maintenant, pour l'identification de ces infrastructures-là, on a besoin de l'avis de la région. Cet espace d'échange et de partage d'informations est une occasion pour les structures techniques de la région de Koulikoro de présenter les opportunités et les potentialités de la deuxième région dans les filières agricoles, halieutiques, animales et artisanales. C'est pourquoi les autorités régionales disent accorder un grand intérêt à cet atelier. Adam Fomba, deuxième vice-président du conseil régional de Koulikoro. Au-delà de la simple identification, cet atelier est une opportunité pour renforcer la synergie entre les différents acteurs du développement territorial. Il témoigne également de l'importance de la planification concertée, de la valorisation des ressources locales et du rôle central des régions dans la mise en œuvre des politiques publiques. Sakaba Samake, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernement de Koulikoro. La confiance, ça se mérite. Et quand on l'a, il faut la préserver. Donc, je souhaite à chacun et à chacune de s'engager pour que les résultats de FIER 2 dépassent largement ceux de FIER 1, en tout cas dans la région de Koulikoro. Donc, nous vous réitérons également notre engagement pour que vraiment la région de Koulikoro se distingue des autres régions en matière de résultats dans tout ce que nous faisons. Le projet FIARD entend réaliser durant son exécution 80 périmètres maraîchers, 26 autres rizicoles, autant de périmètres aquacoles, 80 périmètres d'embouches bovines, 4 centres artisanaux, des entrepôts ou 18 unités de transformation au bénéfice des jeunes ruraux sur l'ensemble du territoire national. Koulikoro Ousmane Kouita, Amadou Choukari pour l'ORTM. Radio Mali, 13h17. Sport, football, Coupe du monde des clubs, États-Unis 2025, les huitièmes de finale débutent cet après-midi. 2 rencontres sont au programme. Coupe du Mali de football féminin, l'AS Mandé et l'ISFAS s'affrontent demain en finale et c'est à partir de 16h30 au stade Mamadou Konaté. Les rideaux tombent ce samedi sur les premiers jours de l'AIS et la cérémonie de clôture est prévue tout à l'heure à 16h au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le développement de l'activité sportive avec Fotiki Toungara. PC de rideau ce samedi pour les premiers jours de l'AIS. Les activités seront ponctuées cet après-midi par la cérémonie de clôture au Palais des Sports Salamatou Maïga à AIC 2000 aux environs de 16h30. Les compétitions ont pris fin hier avec notamment les tournois de football remportés par le Mali. En finale disputée ce vendredi au stade Mamadou Konaté, le Mali a gagné contre le Niger par le score de 4-0. Le résumé de ce match avec Brahima Diallo. Cette deuxième confrontation entre les jeunes Maliens et Nigériens dans ces tournois de football des Jeux de l'AIS a été une confirmation pour les hommes d'Adama Djefla Diallo. Après l'exécution des hymnes nationaux des 2 pays suivis de celui de l'AES, les 2 équipes ont entamé le match pied au plancher. Les Nigériens se signalent dès les premières minutes en obtenant un pénalty à la 3e minute. Mais Mokhtar Ibrahim se voit sa tentative stoppée par Amadou Diabaté, le portier malien. Les Nigérians poussent ensuite, mais ils se font surprendre par les Maliens. Sur une contre-attaque judicieusement construite, Zoumouna Balo ouvre le score à la 6e minute. Après la partie sans balle, les Maliens se montrent réalistes et font le break à la 6e minute par Ibrahim Diakité.
À la 22e minute, Tchekoura Bomba marque le 3e but d'un exploit individuel. Le même Tchekoura Bomba ajoute un 4e but qui sera d'ailleurs le score à la mi-temps. Largement devant au tableau d'affichage, les Maliens gèrent tranquillement la deuxième période. Le score n'évoluera pas 4-0 pour le Mali. Conformément au slogan selon lequel il n'y a ni vainqueur ni vaincu, c'est seul l'AES qui a gagné. Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025 connaîtra son épilogue demain dimanche. Ce sera à l'issue de la finale qui mettra aux prises l'ISFAS et l'AS Mandé. Le coup d'envoi sera donné à partir de 16h30 au stade Mamadou Konaté. D'un côté comme de l'autre, les deux équipes ne cachent pas leur ambition et dans leurs propos teintés de confiance, chacune d'elles voit midi à sa porte. Je vous propose d'écouter Issaka Diané, premier vice-président de l'AS Mandé. Il est au micro de Awa Kamiseko. Je dirais qu'on ne va pas jouer, mais on va gagner la coupe. Parce qu'une coupe, ça se gagne, ça ne se joue pas. On est prêt pour aller prendre la coupe du Mali. Il n'y a jamais 203 parce qu'on a battu 2 fois l'Issoise. On va pour la troisième fois pour remporter la coupe du Mali. Malgré le spectre de l'emprise de l'AS Mandé, l'Issoise se montre tout aussi optimiste. Je vous propose d'écouter le lieutenant Amadou Sissé, président de la section football de l'Issoise. Il est au micro de Awa Kamiseko. Pour cette finale, on travaille avec l'encadrement technique de l'équipe pour les mettre dans les meilleures conditions. Donc ça ne sera pas facile, on est conscient, mais on va tout mettre en œuvre pour pouvoir remporter la coupe. Coupe du monde des clubs, la compétition entame ses 8e de finale ce samedi avec 2 rencontres à l'affiche. Le programme prévoit à 16h un duel brésilien entre Palmeiras et Botafogo. Puis à 20h, on aura un choc européen entre les Portugais de Benfica et les Anglais de Chelsea. Le programme se poursuit dimanche avec Paris Saint-Germain, Inter Miami à 16h et Flamengo Bayern Munich à 20h. Lundi, il y aura Inter Milan Fluminense à 19h et Manchester City Al Hilal à 1h du matin. Suite fin de ces 8e de finale mardi avec Real Madrid Juventus à 19h et Borussia Dortmund Monterrey à 1h du matin. Parlant de basketball, Coupe du monde des moins de 19 ans masculins, les jeunes Maliens, pour leur entrée en lice, viennent de créer la sensation en battant la Serbie par le score de 72-70, un panier de différence. Alors qu'une belle opération pour les protégés du sélectionneur Moussa Cissé, qui réalise du coup une entame parfaite avec cette victoire. La prochaine sortie de l'équipe nationale malienne, c'est pour demain dimanche contre la Nouvelle-Zélande à partir de 12h temps universel. Puis après une journée de repos, elle terminera la phase de groupe par un match contre l'Argentine. A noter que le Mali est logé dans le groupe A en compagnie de l'Argentine et de la Serbie. Page Mali Culture 2025. Ayant vécu plusieurs dominations, notamment la domination Mandingue, Touareg, Songhai et marocaine, la ville légendaire de Tombouctou a connu plusieurs civilisations et hérite donc de techniques culinaires ancestrales. Cette gastronomie est ponctuée par 12 épices qu'on retrouve dans presque toutes les recettes préparées et servies dans des grands événements, et si vous voulez à des grandes occasions ou à l'ordinaire. Parmi ces plats, on peut citer Almarga Mafé, Toukassou et Fokoï, des mets très prisés que les acteurs culturels souhaitent avoir, sinon voir classés au patrimoine mondial. Reportage Nazim Babassi. Difficile pour le commun des mortels de retenir sa salive face à ces merveilleux et succulents mets de Tombouctou, tirant leur origine d'un mélange d'influences sahélo-soudaniennes, sahariennes et maghrébines, reflétant l'histoire des peuples qui se sont côtoyés à un moment donné. Amadou Khalifa Al-Bassadji, historien-chercheur. Après la prise de la ville de Tombouctou par le Marocain en 1591, qui a eu un renforcement de ces différentes épices provenant surtout du Maghreb et précisément du Maroc. Et c'est là que nous allons constater que certaines épices comme le kabé, la mousse de fougère, al-kalfa, al-horabi et beaucoup d'autres épices seront introduites dans l'art culinaire tombouctien. De ces rencontres inspirantes sont nées des techniques culinaires dont des plats très convoités servis à l'occasion des grandes cérémonies ou à l'accueil de convives à base d'ingrédients ordinaires dont les femmes de la mystérieuse détiennent les secrets de la recette. Cissé Adam Traoré, spécialiste culinaire. Lorsque nous préparons al-marga, nous mettons des épices telles que un peu d'oignon grillé, de la mousse de fougère, des dattes sucrées, anis vert, cumin, poivre noir, de la cannelle, du piment, du sel, car ce dernier est la base de la cuisson. Dans chaque mets de Tombouctou,
on retrouve obligatoirement 3, 4, voire 5 des 12 épices reconnues pour donner un goût délicieux à la cuisson, notamment les tomates séchées, l'anis cumin, le poivre, l'oignon séché, bref, pour captiver les hôtes. Cissé Adam Traoré, spécialiste culinaire. Quand nous préparons du riz au gras à l'oseille, on met du piment, du poivre long appelé wakondo, de l'oseille sèche, du poisson séché pour rendre le plat succulent. Maman Alouseini, conservateur. Chacune de ces 12 épices entre dans la cuisson des plats bien précis. Il y a des plats dans lesquels on y met 4, d'autres 3, 5 ou 6. Mais toutes les 12 épices n'entrent que dans Al-Margamafi. La cuisine de Tombouctou varie selon les milliers et les familles, mais elle conserve des éléments culinaires communs qui témoignent de son riche passé et de sa diversité culturelle. Amadou Khalifal Bassadje, historien-chercheur. Hier, l'art culinaire tombouctien était vraiment de l'art qui était fait d'une façon avec la dextérité des femmes qui se donnaient tout le temps de faire l'art d'une façon exceptionnelle. Il y a eu une modernisation des épices par rapport à leur conservation et la nouvelle génération cuisine d'une façon moderne. Malheureusement, plusieurs recettes ont disparu. Cissé Adam Traoré, spécialiste culinaire. Certains sauces sont disparus, les habou djemafé et moussa moussa mafé. Les causes sont multiples, à savoir la quasi-inexistence des graines de coton et du pépin jaune, ou l'air cherté. Maman Alouseini, conservateur. Autrefois, il existait une sauce à base d'oseille. On y met de la viande et beaucoup de nos épices. Les gens ont carrément abandonné ce type de mets car il n'y a pas eu de transmission. Une ancienne institutrice, Feu Nyaber Haïdara, a tracé les lignes de la pérennisation de l'art culinaire de Tombouctou pour les futures générations à travers un livre intitulé La gastronomie à la tombouctienne, un ouvrage d'une centaine de pages qui tient lieu de formule. Tombouctou, zone sahélo-saharienne, avec ses mystères, malgré toutes les précautions, une 13e épice s'invite toujours dans la cuisson, le fameux grain de sable. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoud Askofaré pour l'ORTM. Voilà, sur cette note culturelle prend fin ce journal pendant que les 13h passées de 27 minutes à Nonsambourou dans le secteur de Kolokani et à Bodogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchino avec la complicité technique de Absé Traoré, mise en ligne Badji Touré, réalisation de la Mansanogo. Merci à Ousmane Dao qui a aidé à la suite de cette édition et le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit et tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal interrégional avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.